Alors là, en une séquence, on va donc faire 3 préparations. Alors, le chaptal, que je vais expliquer. Ensuite, le Vauquelin, une autre préparation. Et on va terminer par des flocons givrés. Alors là, on est vraiment dans de la cuisine moléculaire, hein, en particulier avec les flocons givrés, parce qu'on va utiliser de l'azote liquide. L'azote liquide, c'est un de ces objets qui fument, qui fait de la cuisine moléculaire. Bon. Donc on est bien situé du point de vue historique. Hein. La cuisine moléculaire, elle a été introduite à partir de 1980 et elle s'est développée, on va dire, jusqu'à 2006. Enfin, aujourd'hui, elle est partout. On me dit, elle a disparu. Ben oui, elle a disparu parce qu'elle est partout. La cuisson basse température, elle est partout. Les siphons, ils sont partout. Le jour où j'arrive chez un cuisinier, dans un restaurant, il me dit « Ah, monsieur Thies, bonjour, etc. » Alors je lui dis « Vous faites de la cuisine moléculaire ?» Il me dit « Ah non !» Et devant lui, il y avait un siphon. C'est ça la cuisine moléculaire. Je répète la définition de la cuisine moléculaire. C'est de la cuisine faite avec des ingrédients normaux, qui est faite avec des ustensiles modernes. Donc l'azote liquide, le siphon, l'ampoule à décanter, etc. etc. Bon. Alors, avec nous, donc, je vous laisse vous présenter. Alors, vous vous appelez comment et vous venez d'où et qu'est-ce qui vous anime dans la vie? Pourquoi vous vous levez le matin? Oui, bonjour tout le monde. Donc, je m'appelle Graciela de la Gorce. Je suis originaire des Philippines, mais j'habite en France maintenant, donc depuis 7 ans. Donc, j'ai appris de parler français et un petit peu de savoir-faire en France. Donc, donc, je suis là aujourd'hui. Je me lève tous les jours. Par exemple, aujourd'hui, je me suis levée à 5 heures du matin parce que j'ai un cours pratique. Donc, ce matin, 7h45. Donc, j'étais à l'école au Cordon Bleu pour apprendre la cuisine. La cuisine avec le chef. D'accord. Et aujourd'hui, encore plus, merci beaucoup, monsieur Thies, pour votre présence aujourd'hui et nous partager votre connaissance. Oui, d'accord, mais attendez, parce qu'un peu, là, on est en train d'apprendre de la cuisine moléculaire, c'est-à-dire de la cuisine qui est très ancienne. Hein. Je vous rappelle, ça a commencé en 1980, vous n'étiez pas né en 1980. Donc, en fait, c'est une cuisine de grand-père, hein, la cuisine moléculaire. C'est un truc de vieux, hein, donc il faut passer, pour vous, d'accord, aujourd'hui ça passe, mais après, il faut faire de la cuisine note à note, hein, note à note comme des notes de musique. C'est une autre affaire, on ne va pas en parler aujourd'hui. Hein, aujourd'hui, on fait cuisine moléculaire, mais il faut que vous ayez dans cette idée de dépasser la cuisine moléculaire. Vraiment, c'est très important. Hein. Donc, et on a avec nous donc Christian Moine. Christian, à l'école du Cordon Bleu, vous avez une spécialité? Vous faites quoi? Qu'est-ce qui vous intéresse? Parce que on ne se connaît pas en quelque sorte. Oui, donc, en gardant la distance de sécurité, parce que bien entendu. J'ai un parcours de cuisinier comme tous les chefs du Cordon Bleu dans les plus belles maisons de Paris et de province. Par exemple. Le Ritz à Paris, le Meurice, le Doyen, voilà, Cheval Blanc, Courchevel, des maisons comme ça. Le Greuze à Tournu. Et j'ai choisi l'enseignement pour les 5 dernières années de ma carrière professionnelle parce que je trouve que c'est très valorisant et très agréable de transmettre. Donc voilà, pour cette raison, je suis au Cordon Bleu. Et ma spécialité au Cordon Bleu, au Cordon Bleu, on enseigne à tous les niveaux. Il n'y a pas particulièrement quelque chose de précis, juste de la rigueur avec le chef Briffard qui nous. Oui, mais vous êtes plutôt saucier, vous êtes plutôt rôtisseur, vous êtes plutôt quoi? Alors, j'aurais plus de sensibilité sur les sauces que sur le reste. Ah, d'accord. Sur le garde-manger, par exemple. Ah oui, voilà. D'accord. Oh, très bien. Voilà. Comme ça, on sait se situer. Hein, voilà. Et vous donneriez quoi comme conseil sur les sauces? Un conseil comme ça? Ah, c'est difficile. C'est juste 45 ans de métier. Ah ouais, c'est dur ça. Ouais. Mais ça, c'est pas juste. Nous, on veut des trucs simples. Hein. Moi, je suis comme elle, je veux apprendre la cuisine. Hein. Ouais. La sauce, c'est de la sensibilité. Donc, il faut goûter. Voilà, il faut goûter, il faut travailler, il faut... Et travailler comment? Avec des bons produits. Ah, d'accord. Hein, avec des bons produits et... Des bons ingrédients. Des bons ingrédients, ouais. J'ai envie de dire. Et beaucoup d'expérience parce que c'est quelque chose qui demande beaucoup de temps, Ça, moi, je crois que c'est un débat qu'on devrait avoir, que j'ai déjà organisé une fois à AgroParisTech. On avait plein de chefs avec nous, et la question, c'est qu'est-ce que c'est qu'un beau produit? C'est une question difficile parce que
dans le fond, on arrive à un peu comprendre, mais on ne comprend pas très bien. Par exemple, je prends une grosse langoustine. On la montre à un chef et dit « Ah, ça, c'est un beau produit ». N'empêche qu'il y a une langoustine sur 2 qui devient cotonneuse. Ça n'est pas un beau produit. Pourtant, elle a peut-être bon goût, mais on lui demande des choses. Je vais prendre un autre exemple qui est plus difficile. Je prends des lentilles. Il y a des lentilles qui vont très bien pour faire de la purée et d'autres qui font très bien pour faire une salade. Ce n'est pas les mêmes. Donc, il y a des lentilles qui sont des beaux produits pour la purée, d'autres qui sont des beaux produits pour les salades. Alors, finalement, c'est quoi le beau produit? Alors, est-ce que ça serait le produit qui est adapté à la fonction culinaire qu'on veut en faire? Là aussi, vous voyez, je pense à Christine Ferber, qui est la reine des confitures dans son petit village d'Alsace, Niedermorschwihr. Christine, il y a certaines années, elle ne fera pas la confiture de Mirabelle si les Mirabelles ne sont pas telles qu'elle les veut. C'est-à-dire que cette année-là, elle ne la fera pas. Et donc, véritablement, il y a des Mirabelles qui sont des Mirabelles. Il y a des beurres qui sont des beurres. Et qu'est-ce que c'est qu'un beau produit? Moi, je trouve que c'est une question qui devrait nous empêcher de dormir la nuit. Comme ça, on se lève plus tôt le matin pour aller... C'est sûr que les tomates en hiver, ça ne le fait pas, quoi. Hein. Voilà. Et qu'il y a des fraises qui sont des fraises et des asperges qui sont des asperges. Il faut utiliser les produits quand c'est le... Voilà, ça sera pour la cuisine classique et la cuisine moléculaire, puisque de toute façon, avec la cuisine note à note, on a des composés purs. Donc là, c'est encore bien mieux. Bon. Alors, il ne faut pas dévier. Aujourd'hui, on est sur... alors là, très spécifiquement, donc sur 3 recettes, les chaptals, les Vauquelins et les flocons givrés. Alors, j'explique un tout petit peu. Je me suis posé il y a très très longtemps la question combien de blanc en neige je peux faire avec un seul blanc d'œuf. Et le calcul montre qu'on peut faire 1 mètre cube. 1 mètre cube, ça veut dire 1 mètre sur un cube de 1 mètre sur 1 mètre sur 1 mètre, avec un blanc d'œuf, si on est malin. Bon. Alors ça, on a mis ça dans des écoles primaires. Il y a des enfants qui font des concours de blanc en neige dans les écoles primaires. Le maximum de blanc en neige que des enfants aient réussi à faire, on les a filmés, c'était à l'Académie de Paris, 90 avenue Gambetta à Paris, et on a fait plus que 24 litres de blanc en neige avec un seul blanc d'œuf. Ça a été filmé, c'est des enfants, et en plus c'était des enfants handicapés. Donc c'était absolument merveilleux. Le chaptal, c'est un peu ça, c'est-à-dire que l'idée c'est on bat un blanc en neige, et à ce moment-là on se dit, tiens, ça monte plus, pourquoi ça monte plus? Alors, le raisonnement est tout simple. Dans un blanc d'œuf, il y a 10% de protéines, 90% d'eau. Non, je ne vais pas le prendre comme ça. Voilà, je bats un blanc en neige, je le monte, au bout d'un moment, ça ne monte plus. Bon. Je vous ai dit qu'il y a des protéines, qu'il y a de l'eau et il y a de l'air. De quoi ça manque? De protéines, d'eau ou d'air? Quand on ne sait pas, on dit « je ne sais pas ». Je ne sais pas. Voilà. Quand on ne sait pas, on ne manque pas d'air, parce que s'il y a 2 fois le volume de blanc, il y aura 2 fois plus de volume de mousse. Donc ce n'est pas l'air qui manque. L'air, il y en a plein partout. Plein d'air. Donc ça manque soit d'eau, soit de protéines. Alors je vous rappelle, il y a 10% de protéines. Dans un blanc d'œuf, il y a 30 grammes, donc il y a 27 grammes d'eau et 3 grammes de protéines. Donc ça pourrait manquer de protéines, ça pourrait manquer d'eau. Ça manque de quoi? Qu'est-ce qu'on répond dans ces cas-là? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas, donc on ne sait pas. Il y a 2 expériences possibles. Soit on rajoute des protéines, soit on rajoute de l'eau. Faisons le plus simple. Essayons de rajouter de l'eau. En rajoutant de l'eau, votre mousse, elle va continuer à gonfler. Vous rajoutez de l'eau, ça mousse, ça mousse, ça mousse, ça mousse, ça mousse. C'est bien l'eau qui manquait. Et au bout d'un moment, ça va manquer de protéines. Alors l'eau, ce n'est pas de l'eau, bien évidemment. Ça peut être du jus d'orange, du thé, du café, etc. Et donc vous battez votre blanc en neige et vous rajoutez un liquide qui a beaucoup de goût. Vous allez le faire foisonner beaucoup, beaucoup. Et il va prendre le goût du liquide, ce qui est beaucoup plus intéressant. Et donc vous avez une mousse très, très, très légère qui a le goût pur du liquide que vous ajoutez. Ça, c'est le chaptal. Hein. Alors, je propose qu'on aille jusqu'au chaptal et après, je vous expliquerai le Vauquelin et seulement après, je vous expliquerai le flocon givré. Donc maintenant, à vous de faire un beau chaptal. Vous avez du blanc d'œuf, vous avez un fouet, donc il n'y a pas de matériel particulier, hein, on ne se fatigue pas. Hein. Là, c'est quoi ça? C'est du sucre. Et là-bas? Du sucre et c'est un jus de pomme verte. Et là-bas? Ça, c'est du sel. C'est du sel. Ouais. Le jus de pomme verte, il est nature, il est comment? On a coupé un petit morceau et après on a mis dans le blender. Ah oui, d'accord, ouais. Donc on a vraiment mixé jusqu'à pour avoir la pulpe, ouais. La poudre, alors, ce qui est intéressant, c'est que la pomme, c'est 85% d'eau.
Donc, broyer une pomme, ça fait bien de l'eau. Enfin, de l'eau, avec la cellulose en plus, mais ça, c'est de l'eau, quoi. C'est de l'eau qui a du goût, ouais, et de la couleur et de la consistance. Bon, bah alors... Et également, on n'a pas aussi passé au chinois. Donc, c'est pour ça qu'on a cette texture-là. D'accord. Cette texture-là, parce qu'on ouais, a gardé vraiment la... Elle est jolie, elle a la couleur, elle a de l'odeur, elle est tout bien, oui. Elle n'a pas été assaisonnée? Non. Pas un jus de citron, rien? Acide citrique. Oui, acide citrique. On a mis acide citrique. Moi j'ai envie tout de suite de vous ajouter une pincée d'acide ascorbique, okay. Si vous me permettez, parce que d'abord je vous montre l'acide ascorbique, mais en plus, ça, l'acide ascorbique, c'est la vitamine C, et c'est ça qui empêche de brunir. Si on veut garder la belle couleur verte des fruits et des légumes qu'on coupe, on leur met d'habitude un jus de citron. Vous voyez, à Venise, par exemple, ils coupent les fonds d'artichaut et ils les jettent dans une bassine avec du citron. C'est l'acide ascorbique qui empêche de brunir. Donc, il ne faut pas se fatiguer. Hein. C'est peut-être pas... Et alors, vous n'aurez pas le goût de citron, vous aurez juste l'effet anti-brunissant. Donc, vous garderez la belle couleur. Hein. Parce que quand ça reste à l'air, ça finit par brunir. Hein. Alors, ça marchera pour les avocats, pour les champignons, pour les bananes, pour tout. Voilà, bah alors, à vous. Voilà. On est bien d'accord, on pourrait prendre un batteur électrique. Hein. Ah oui, là, on pourrait. Ah ouais. Bon, alors, donc, le fouet fouette, ça introduit des bulles d'air, donc on foisonne, et le foisonnement produit une mousse. Donc, il n'y a pas d'émulsion ici, hein. Il n'y a pas de gras, c'est de l'eau, des protéines et de l'air, ça foisonne. Chef, est-ce qu'elle a le bon geste? Ça va pour l'instant. On va voir dans 30 secondes. Mais est-ce qu'il ne faut pas prendre le fouet dans l'autre sens, comme ça? Le tenir un peu comme un crayon, ça demande un petit peu plus de force. Peut-être que les dames ont un peu moins de force dans le... Est-ce que le plan est à hauteur? Légèrement haut. Légèrement haut, oui. Oui, c'est ça, oui, c'est ça. Oui. Même mais attends, je voudrais comprendre, parce que, voilà, moi quand je fais comme ça, oui. Est-ce que c'est bien? Oui, c'est bien. Pourquoi? Parce que c'est régulier. C'est régulier, il y a de l'énergie. Oui, mais à part ça, est-ce que le mouvement est bon? Ah bon, le geste est bon, oui. Oui, parce que c'est pas le même qu'elle. Hein. Mais on n'a pas les mêmes... Vous voulez pas nous le faire, vous, pour qu'on voit aussi? On va regarder. Mais ça... Non, mais il faut qu'on apprenne, hein, parce que... Ah oui, c'est un geste qui n'est pas très loin du mien, celui-là. Hein. Voilà. Ouais. Il faut toujours mettre de l'énergie. Ça fait mal? Oui, ça fait mal. Alors, pour ceux que ça intéresse, on a eu un séminaire sur le battage des blancs en neige. On a comparé à la machine et à la main. Avec un meilleur ouvrier de France, on avait 25% de volume en plus à la main. Ah, c'est étonnant. Ouais. Oui, parce que le fouet pousse bien de l'air. L'idée, c'est de mettre de l'air dans le liquide. Alors que le truc, il tourne et il n'est pas optimisé. Ouais. Ouais. Voilà, alors, moi, je pose toujours la question, quand est-ce que c'est ferme? Est-ce que pour vous, c'est ferme, ça? Oui, il y a des gens qui me disent le bec de canard. Ça fait le bec de... Pour moi, un petit peu. Bon, on manque un peu dans ma tête. Hein. Donc ça... Ah, non. Moi, je trouve qu'il n'est pas très ferme encore. Hein. Parce qu'on m'a dit, parce qu'il y a des chefs qui m'ont dit, vous mettez un œuf entier, il faut qu'il tienne et qu'il ne s'enfonce pas. C'est des pâtissiers qui me disent ça. Ouais. Oui, mais alors la limite de grainer et de... Voilà, là, on arrive au... Bon, ce qui est sûr, c'est que si on met du sucre, ça graine moins. Voilà. Bon, donc on peut mettre du sucre. C'est en salé ou en sucré, vous voulez le faire? Sucré. Donc on met une cuillerée de sucre. Bon. Alors le sucre, c'est des grains qui vont se dissoudre dans l'eau. Mais comme il y a de l'eau dans la mousse, ça va. Ça va se dissoudre. D'accord. Ce qu'on ne sait pas, c'est que... Mais on peut le voir au microscope, c'est que la taille des bulles d'air, quand on met du sucre, elle est divisée par 100. Non, chef, vous nous faites des trucs, on ne sait pas ce que vous faites là. Ah, moi, j'ai rien fait. Si, je vous ai vu touiller. Hein, il nous fait des choses par derrière, hein, c'est pas bien, ça. Alors là ça commence... À quoi? On peut rajouter du sucre ou pas? Juste comme ça. Voilà. Parce que quand on fait une meringue, on met beaucoup plus de sucre que ça. Hein. Oui, ouais. normalement. Mais vous n'allez pas à la meringue? Non, je ne fais pas. Non, d'accord. Et puis votre préparation, elle est acide, hein, donc il va falloir... faudra la sucrer sans doute. Hein.
Chef, avec ça, vous mettez combien de sucre là-dedans? Dans le jus de pomme verte, ouais. Combien je mettrais de sucre? Ouais. Parce que dans le fond, c'est ça que ça va revenir au même. Oui, on pourrait mettre là-dedans à peu près, on a à peu près 400 grammes de jus de pomme, on pourrait mettre 100 grammes de sucre. 100 grammes de sucre, ouais. D'accord. Alors voilà, là on voit bien la consistance qui a changé. Hein. En fait, elle est beaucoup plus lisse parce que les bulles sont beaucoup plus petites. Hein. Moi, je milite pour qu'il y ait un microscope dans toutes les cuisines. Parce que vous voyez, on le prendrait à la pointe du couteau, on le met sur le microscope, on le regarde, on le voit, on comprend. Ouais. C'est pas ce que ça coûte un microscope. Hein. Il faut un microscope dans toutes les cuisines d'enseignement. Bon, excusez-moi, je fais comme ça parce que c'est... Ouais, vous avez le droit. Là, ça gonflera pas plus. Hein. Non, ça gonflera pas plus. Ah oui, donc maintenant, il est bien ferme. Donc maintenant, on rajoute une cuillerée. Alors, on rajoute en fouettant une cuillerée, on fouette, une cuillerée, on fouette. Voilà. Alors, il faut faire attention que de temps en temps, il y a des préparations qui sont anti-moussantes. Et ça va vous faire tout retomber. C'est pour ça que je suis un tout petit peu inquiet à avoir vu de la cellulose dans la préparation, parce qu'il ne faudrait pas que ça nous fasse tout retomber. Mais on va bien voir. Hein. Voilà, alors là, c'est bien incorporé. On peut rajouter une cuillerée. Voilà. On fouette. Oh, on fouette. Ça va se mettre. Hein. Faut le goûter de temps en temps, hein, quand même. Hein. Mais là, on peut rajouter encore de la pomme verte, hein, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Hein. Moi, je dirais, parce que, ouais, avec la quantité de mousse qu'on a, allons-y, 2-3 même, hein, 2-3. Ouais, ça ira bien, ça. Voilà. Ça va finir par être vert. Hein. Est-ce que je peux vous le goûter pour voir? Ah! Très, très bon, hein. Mais alors, il faut faire des litres et des litres maintenant. Hein. Ça va pas suffire avec votre queue de poule. Hein. Ah non, ça va pas suffire. Allez-y, fouettez. Et il faut goûter hein, pour savoir si le rapport sucre-pomme verte est bien. Hein. Vous voulez le goûter? Ah, merci. C'est surtout que ça fait du bien de s'arrêter de fouetter. Mais je veux bien encore un petit peu de... Alors, il y a évidemment un autre moyen, parce que là, on est parti d'un vrai blanc d'œuf. Mais si on prend de la poudre de blanc directement dans le jus de pomme verte, on est tout de suite beaucoup plus de goût. Hein. Voilà, alors le volume continue d'augmenter. Hein. Moi, quand j'ai pas assez d'œufs à la maison, comme ça, je rajoute du liquide. Ça marche pas pour tout, hein, pas pour un soufflé, par exemple. Mais pour une mousse, comme ça va très bien. Voilà. Il vous va? Il est bien? Un petit peu encore de consistance. Ah, vous le voulez plus ferme? Encore plus ferme. Plus ferme, ah oui. Alors pour ça, il faut le battre plus, alors. Oui, pas plus de sucre alors. Hein. Moi, tout à l'heure, j'ai senti un peu les grains. Peut-être qu'il faut le battre bien pour les grains ne partent pas. Oui, il y a encore quelques grains. Hein. Maintenant, il faut le fouetter pour que le sucre reste bien. Mais c'est bon, hein. C'est très très bon. Hein. Ah, ça c'est merveilleux. Hein. Ça va déborder, hein. Arrêtez-vous. Hein. Vous voulez le goûter de nouveau? Il est déjà bien, mais juste au moins 2 ou 3 cuillères de... Et pas de sucre, peut-être. Pas de sucre. Non, pas de sucre, ouais. Ça donne de la vivacité. Hein. Oui. Ça donne aussi un peu d'acidité. Oui, très bien, oui. Excusez-moi, chef.
vous voyez, quand on rajoute du liquide, le risque, c'est que ça redevienne trop liquide. Donc c'est pour ça qu'il faut bien le battre entre l'addition de chaque cuillerée. Hein. Et alors, alors voilà un chaptal. Voilà. C'est là-dedans que vous voulez le dresser ou pas? C'est ça ou c'est pas ça? Oui. C'est ça. Donc voilà un chaptal, on peut le faire au thé, au café, au vin, à ce que vous voulez. Hein. Je peux faire cette fois. Je sens vraiment l'acidité. Maintenant? Oui. Qu'est-ce que vous pensez? Alors, c'est bien mieux quand il n'y a pas les cristaux de sucre. Oh là, ça c'est bon. Parce qu'il a beaucoup de fraîcheur. Il a une très grande vivacité. On a moins de sucre que tout à l'heure. C'est plus équilibré. Il reste d'une délicatesse parfaite. C'est vraiment délicieux. Quoi, ça. Alors voilà un produit de cuisine moléculaire. Hein. On aurait pu le faire au siphon, hein, dans le fond. Hein. Alors il faut le dresser. Alors. Ah. Essaye avec ça peut-être. On est dans son poche. Si tu veux. Bon, il est très facile à dresser. Hein. Oui. Ouais, c'est rigolo parce que, vous voyez, je le vois arriver, pas rempli complètement, bien lissé pour avoir une belle forme. Et moi, quand j'ai vu ce verre, je me suis dit, ah, je le vois bien déborder. Mais je ne dis pas que j'ai la solution, hein, je ne suis pas cuisinier. Hein. Une fois que vous l'aurez fait, je voudrais vous montrer tel que je le pense et je voudrais que le chef nous dise ce qu'il en pense. Là, on commence déjà à imaginer la surface d'un cappuccino, vous voyez, avec le cœur en crème qu'on va faire, enfin des choses comme ça. Ah, des pics, ça c'est une bonne idée, ça, oui. Et après, c'est nature. On peut goûter comme ça, ou on peut aussi rajouter juste un petit déco. Je sais pas. Ou c'est un thé pour verre pour donner on va dire jus de citron, un truc comme ça. Huile d'olive? Pas huile d'olive? Non, pas d'huile d'olive, mais peut-être dans ma tête, je voudrais, par exemple, c'est un goût de gingembre. Ah, ça c'est difficile, ça, oui. Goût de gingembre ou ah, peut-être goût d'amande. Ah, goût d'amande. Et peut-être ça se mélange bien avec la forme. Ah, voilà. Ici, j'ai du benzaldéhyde. J'ai du benzaldéhyde. Le benzaldéhyde, c'est un peu comme les arômes amandes amères. C'est bon. Oui, c'est bon. C'est du benzaldéhyde. Vous en voulez un peu? Mais j'aimerais bien peut-être mettre dans... Là, vous le prenez là, je vous verse un peu plus et puis vous l'utilisez. Faut pas en mettre trop, hein, c'est très puissant. Hein. Bon, on essaye ça. Chef, on goûte oui. Ainsi. Donc un chaptal, pomme verte, benzaldéhyde. Alors là, vous voyez, je vous disais, on n'est pas sur la cuisine Notanote. Là, avec le benzaldéhyde, on commence à arriver à la cuisine Notanote. Parce que, vous voyez, vous l'avez utilisé comme une épice. Vous l'avez goûté?
C'est beaucoup plus intéressant que tout à l'heure. Qu'est-ce que vous pensez, chef? Très bon. Moi, je trouve que c'est bon. Oui, c'est très bon. Ça me plaît. Oui, moi aussi. Honnêtement. Oui, oui, honnêtement, bah, bien sûr. On pourrait aller un peu plus loin, on pourrait manger un peu plus. Ça veut dire que alors, je voudrais vous poser une question. Si, imaginez que je fasse ça maintenant. Attendez. Je fais comme un cochon. Hein, mais... Voilà. Et puis que je continue à en faire. Voilà, en fait, que je le fasse déborder. Est-ce que du point de vue du lien social, c'est-à-dire, parce qu'on parle à quelqu'un qui est gourmand quand même, hein, Oui. est-ce qu'on n'a pas intérêt à exagérer, quoi, faire un truc comme les milkshakes ou vous voyez, un truc qui soit vraiment trop, quoi, le gros édredon sur lequel on a envie de se jeter dans le lit. Je comprends ce que. Est-ce que c'est je une comprends option? votre approche, mais là, en l'occurrence, on a des verres qui sont trop grands. Il faudrait des verres un tout petit peu plus petits pour pouvoir les remplir. D'accord. Est-ce qu'une portion, ah oui, ça va être trop, ça. Oui. Il y a trop pour une personne. Il y a trop pour une personne. C'est juste ça qui faisait qu'on ne remplissait pas parce que ça fait beaucoup. D'accord. On est d'accord du point de vue du goût, il n'y a rien à toucher. Après, c'est agréable à l'œil, c'est joli, ça peut être. Oui, c'est trop, c'est trop. Ouais. Mais c'est un peu vulgaire. Voilà, on ne peut pas donner trop non plus aux clients parce que. Mais d'ailleurs, c'est toujours une question qu'on a avec. Qu'on a eu avec Pierre Gagnère et son épouse et la mienne, c'est-à-dire il y a nos épouses qui disaient mais nous on est gênés quand il y a trop dans une assiette parce qu'on laisse et à ce moment-là on est gêné de le laisser. Et inversement, moi qui suis très gourmand, je dis oui mais quand la portion est trop petite, je trouve ça un peu léger quoi. Alors je m'en suis arrangé, c'est-à-dire que mon épouse me laisse la moitié de sa part et comme ça je suis content. Mais il y a cette vraie question du cuisinier. Moi je trouve que c'est une question et pourquoi donner la même portion à tout le monde quoi. C'est pas c'est pas logique. On est encore sur le côté sel-poivre. C'est comme on peut pas trop dans une assiette va nuire au plat. Oui, mais trop par rapport à qui? Il vaut mieux en manquer un petit peu et garder 10% d'envie de revenir que dire j'en ai assez mangé quoi. Donc il y a une espèce de phénomène de j'en aurais bien repris encore. Mais bon, il y a le fromage, il y a le dessert. La rareté la plus savoureuse ne prend toute son expression que quand elle est en quantité exubérante. Alors bon, alors, on était dans le chaptal. Voilà le chaptal. Hein. Alors, maintenant, je vous propose qu'on passe au Vauquelin. Alors, le Vauquelin, c'est tout simple. C'est un chaptal qu'on va passer au micro-ondes. D'accord. Donc, on met ça dans un verre ou une coupe ou ce que vous voulez qui va au micro-ondes, hein, ou une tasse, une jolie tasse. Vous avez des jolies tasses. On a des jolies là. Oui. Oh non, pas celui-là, non. Celui que vous avez l'autre, il est tout lisse. Non, il n'est pas mieux? Oui, les deux là. Parce que ça, c'est un ramequin de cuisine. Un crème caramel. Et alors, l'idée, c'est que ce machin-là va se mettre à gonfler, comme un soufflé, et il va cuire. Et donc, vous aurez la même, mais cuite, qui tiendra pour la vie entière. Hein. Il va gonfler, donc on peut aller jusqu'aux deux tiers. Oui, aux 2 tiers. Et puis, une fois qu'il a cuit, il est cuit. Quoi, on n'en parle plus. Hein. Alors, attention, il y a de l'œuf. Donc, si on va trop fort, on aura un goût d'œuf. Donc, le goût d'œuf, il faut l'harmoniser. Pour ceux qui ne connaissent pas cette recette, il y a une recette absolument géniale en Lorraine où ils font des filets de truite, du lard fumé et des rondelles d'œuf dur. Ils font ça dans une terrine, donc ils coulent de l'œuf. Et l'œuf dur apporte un goût d'œuf qui va très bien avec le lard et la truite. Et là, l'œuf trouve sa place. Il y a des cas où il ne trouve pas sa place. Par exemple, ici, je ne sais pas ce que ça va donner, quoi. Donc, on n'a peut-être pas intérêt à aller trop loin sur l'œuf. Okay. Vous voulez que je vous le cuise pendant que vous remplissez le verre? Ouais. Alors, on dit quelques secondes, hein, pas plus. Hein. Oh oui, je pense qu'il faut sur le premier... 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça gonfle. 7, 8, ça déborde. 9, 10, c'est bon. Voilà. Le soufflet est fait. Oh, wow. Le soufflet est fait. Il ne bougera plus. Voilà. On le sert. En coup matière, c'est formidable. Hein. Très une pomme verte, un peu de sucre, un œuf, et on en fait des litres. Alors, remplissez pas complètement, parce que vous vous souvenez que ça va
ou en le tapotant sur le... Ouais. Encore plus, oui, ça tient. Ouais. Voilà, ouais, c'est bon. J'ai peut-être quand même un petit sopalin. s'il vous plaît. Voilà. Et alors, ça fait un dessert chaud, bien évidemment. Hein. C'est un soufflé chaud, quoi. Enfin, il n'y a pas de problème. Ouais, ça fait une belle portion. Hein. La rareté la plus savoureuse de prend toute son expression que l'est en quantité exubérante. Donc là, je vous le fais gonfler comme tout à l'heure. Hein. Un, 2, 3, 4, 5, 6, ça gonfle. 7, ça déborde. 8, 9, voilà, là, il est trop bon. Et voilà. J'ai mis un petit peu plus... Ouais, il ne faut pas mettre trop. Quoi. Ça, voilà. Alors, bah, on peut le goûter. Hein. La consistance, elle vous plaît? Elle vous plaît pas? C'est la vôtre, hein. C'est moi, j'ai rien fait. Hein. Moi, je vais le prendre ici. Tiens. Ah, tiens, il est rigolo. En l'occurrence, on n'a pas le goût d'œuf. On a gardé la fraîcheur. Et... Il y a toujours le goût de pomme. Ah ouais, il est très bien. Et il est peut-être même plus intéressant qu'avant. Non? Ou pas le même. C'est rigolo parce que la cuisson a tout changé. Hein. Comme c'est bon. Oui, c'est bon, c'est bon. Votre analyse, c'est... Bon, du point de vue technique, c'est maîtrisé, il n'y a pas de problème. Hein, on va dire ça. Hein. On peut dire ça. On peut aller beaucoup plus loin en volume. Hein, il faut bien répéter. Si on rajoute du liquide, ça gonfle, ça gonfle, ça gonfle, ça gonfle, ça gonfle, ça déborde. On divise en deux. Donc, en coût matière, c'est 0. Bon. Donc, la technique, ça va. Du point de vue artistique, donc le goût... Alors, il y a 2 goûts différents, là, maintenant. Hein. Le goût, on est bien en goût. Hein. On est bien? On est bien et on pourrait rajouter peut-être un petit peu de vodka ou un petit peu de quelque chose. Essayons, il y a la vodka, là. Mais... Allons-y. Mais on a le goût de pomme, on a le... La vodka, vous le mettriez avec le cru ou alors, le je ne sais pas si ça ne nous ferait pas retomber... Non, très bien. On peut essayer, on n'a qu'à mettre un peu de mousse là-dedans. Hein. Je vous donne Voilà, c'est bon, ça. Non, mais je voulais dire à la cuisson, si on le mélange. Ah, la cuisson, si on le mélange, oui. Et alors là, le goût, alors, avec la vodka Ça, c'est bon aussi, hein. Ça. C'est autre chose, hein. Ouais. Ah, ça va bien. Ça... Ah ouais. Là, Ouais, il pourrait y avoir plein de choses qui vont avec ça. Alors, passons maintenant au troisième. Alors, le troisième, c'est donc des flocons givrés. Alors, pour ça, je vais vous demander de mettre des lunettes. Voilà. C'est obligatoire. On ne travaille pas avec l'azote liquide sans lunettes. Et pour vous, sans gants. Moi, je le manipule toute la journée. Je fais très attention. Enfin, toute la journée, très souvent. Hein. Quand on le fait pas avec des personnes qui sont à moins d'un mètre. Hein. On fait très attention à cette préparation-là. J'ai vu des maîtres d'hôtel passer par-dessus les clients avec des bols d'azote liquide, c'est pas raisonnable. Hein. J'ai vu des cuisiniers avec des bagues en plus. Imaginez qu'il y a une goutte d'azote. L'azote liquide, c'est... si vous reculez un peu, on va en sortir. C'est de l'air. C'est de l'air qu'on a comprimé et il est très très froid. Hein. Et comme il est très froid, il devient liquide. Hein. Voilà. Alors voilà. Ici, vous avez eu des petites projections. Hein. Donc c'est un liquide qui est transparent comme de l'eau. Il est très froid. Donc on ne s'amuse pas à faire n'importe quoi avec. Maintenant, si je mets ma main c'est de l'eau, donc elle congèle, je donne pichenette, ma main elle tombe. Si je reçois une gouttelette d'azote liquide dans l'œil, je reste aveugle. Donc les lunettes, elles sont très importantes. Les gants aussi, quand on manipule. Après, vous avez vu, il y a des projections.
Ces projections, c'est des petites gouttelettes. Il ne faut pas qu'un client ou un collègue soit estropié pour le reste de ses jours. Bon. Après, ça, c'est la vapeur d'eau qui est dans l'atmosphère. Dans l'atmosphère, vous savez, en hiver, quand on fait... Et tiens, voilà, vous voyez, c'est la vapeur d'eau que je sors. Donc ça, ce n'est pas de l'azote liquide. L'azote liquide, c'est le liquide qui est là. Et l'azote, il est dans toute la pièce, parce que l'air, c'est 4/5 d'azote. Donc, il n'y a pas de problème. En revanche, attention, il faut ouvrir les fenêtres quand on fait ça. Il faut qu'il y ait de l'aération. Hein. Ici, il y a une hotte, ça va très bien. Mais après, et ça, c'est très, très froid. Donc, évidemment, si on verse ça sur un... si on avait un jus, est-ce qu'on aurait un jus quelque part un jus de quelque chose. Voilà. Un jus de quelque chose. Vous voyez voilà, de betterave. Très bien, très bien. Ouais. Vous mettez un peu de jus de betterave là-dedans. Hein, voyez. Donc, la première des utilisations... Ouais, oh, ça va, oui. La première des utilisations qu'on a fait avec l'azote liquide, c'est celle-là. On verse sur un jus de betterave et on va obtenir un sorbet en quelques secondes. Il faut touiller, voilà. Voilà. Donc, ça refroidit le jus de betterave. Le jus de betterave, c'est de l'eau. Donc, en quelques instants, on va obtenir le sorbet. Hein. Ça, c'est une des utilisations. Voilà, on y est bientôt. Alors, c'est pas très pratique parce qu'on ne voit pas dedans. Hein, mais... Voilà, ça y est, on y est presque. Vous voyez, voilà, on a notre sorbet à la betterave. Il est fait. Hein. Donc, ce sorbet, il a beaucoup plus de goût. Parce que comme les cristaux de glace sont tout petits, parce qu'on les a fait très vite, bon, voilà, on est bon. Hein. Vous voyez, ici... Tant qu'il y a des bulles, on ne mange pas. Hein. Les bulles, c'est de l'azote liquide. Il y a eu 2 accidents déjà dans des restaurants. Un accident dans un bar à Londres, avec une fille qui a bu un cocktail où il y avait encore de l'azote liquide. Elle a fini à l'hôpital. Et surtout, vous voyez, l'azote liquide, il s'évapore tout le temps. Donc, on le met dans une bouteille qui n'est pas fermée, parce que sinon, ça fait une bombe. Hein. Donc, il ne faut pas jouer. Après, maintenant, là, vous voyez, là, il n'y a plus de problème. On a notre sorbet, vous pouvez le goûter. Il est pur betterave. Et donc, avec ça, on pourrait faire un sorbet de vodka aussi. D'habitude, la vodka, ça ne prend pas. Là, on n'a pas eu besoin de rajouter de sucre. Vous voyez, on a fait tel quel. Et il doit être pur goût, quoi. Pur jus de betterave. Pur jus de betterave, oui. Avec une belle consistance, normalement, ça peut être un peu... Ah oui, c'est rigolo. En fait, monsieur, c'est parce qu'il y a cette partie-là qui est un peu blanc. Oui, parce que là, j'ai mal fait. C'est-à-dire que normalement, il faut mettre un petit peu, on touille, un petit peu, on touille, et ça prend une belle préparation. Si on met trop d'un coup, après, il faut le travailler un peu. Hein. Mais je suis pas... vous voyez, là, on pourrait le travailler un peu, l'avoir plus homogène, et à ce moment-là, on rajouterait un peu de produit. Bon, voilà. Alors, nous, c'est pas à ça qu'on veut jouer aujourd'hui. Vous avez votre chaptal, et on va faire un flocon givré. Alors, je vais remettre un tout petit peu d'azote liquide, mais l'idée, c'est de faire tomber à la cuillère des quenelles de préparation. Et ces quenelles de préparation, vous allez les faire tomber dans l'azote liquide. Au bout de quelques instants, quand il y aura une coque glacée, vous la retournez. Et à ce moment-là, vous aurez une coque glacée à l'intérieur de laquelle il y aura le chaptal. Alors, vous voyez, le chaptal, on remet un peu d'azote liquide. Voilà. Ici. Voilà. Alors, vous faites tomber une quenelle dedans, enfin une ou plusieurs. Hein. Voilà, parfait. Allez-y. On attend qu'elle prenne, et avec une autre cuillère, vous allez la retourner. Il vous faut une autre cuillère maintenant. Hein. Préparez l'autre cuillère pour la retourner, celle-là. Ouais. Je mets un autre. Ouais, allez-y. Et puis vous allez retourner la première maintenant. Okay. Parce que ça congèle la partie de cette mousse. Voilà. Il nous faut des soucoupes pour les... Voilà. Il faut la retourner pour qu'elle soit congelée des deux côtés. Voilà, très bien. Voilà, sans la casser. Oh. Je n'ai pas cassé. Et l'autre, allez-y. Voilà, parfait. Voilà.
Alors attention que comme ça fait une mousse qui a fait une coque, il y avait de l'azote liquide qui risque de rentrer dedans. Il ne faut pas que le manger pendant qu'il y a des bulles. Hein. Donc là, vous pouvez les sortir. Ça y est, elles sont bien. Hein. Si elles sont bien des deux côtés. Voilà. Bon, il faut s'entraîner un peu. Voilà, parfait. Voilà un flocon givré. Vous voyez? Donc avec le chaptal, on est parti du chaptal, on est arrivé au Vauquelin. Là, on fait un flocon givré. Donc, alors attention, vous voyez quand ça. Voilà, c'est ça. Voilà. Là, c'est parfait. Donc maintenant, vous pouvez en rajouter d'autres. Et à ce moment-là, le maître d'hôtel le prend, et quand c'est encore fumant, mais qu'il n'y a plus d'azote liquide, il va l'apporter au client, hein, et le client le prend et le mange. Client, vous voulez prendre et manger? Allez. Oh, ça peut se mettre en bouche directement. Hein. Oui, je crois. Alors, ce qui est bien, c'est quand il y a cette coque au centre et qu'à l'intérieur, ça reste très tendre. Chef, ça vous plaît? Très bien. Vous voulez pas en goûter un? Pendant que je vous le fais? Oui. Une troisième soucoupe ou une autre soucoupe? Chef, un autre? Je peux avoir une soucoupe aussi? Je m'en fais une pour moi? Ça marche bien. C'est quand même pas pratique d'avoir de l'azote à la maison, quoi. Vous savez, dans le temps, quand le gaz est apparu, il y a des gens qui ont dit c'est pas pratique d'avoir du gaz d'éclairage. Il faut des tuyaux, il faut amener le gaz, ça peut exploser. Pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas des tuyaux d'azote liquide pour amener de l'azote liquide à la maison? Bon. C'est peut-être l'utilité, on n'en aurait peut-être pas d'utilité. Non, mais regardez, on a fait une préparation. On peut en faire beaucoup d'autres. Enfin, on en a fait. Si vous avez de l'huile d'olive, par exemple, vous avez un peu d'huile d'olive? Voilà. Vous voyez, vous mettez de l'huile d'olive. Ça va vous faire une poudre d'huile d'olive. Ça y est, elle y est. Hein. Et voilà, une poudre d'huile d'olive. Est-ce que ça s'harmonise, par exemple, avec le flocon givré? Je ne sais pas, hein, peut-être. Il faut le goûter, il faut voir. Avec ce système-là, vous voyez, vous mettez ce liquide dans un ballon. Vous gonflez le ballon. Vous le faites rouler. Ça fait une coque glacée. Vous coupez le ballon, vous ouvrez, vous avez une coque glacée creuse. Vous voyez, on peut, avec un peu d'inventivité, on peut... Ça vous plaît comme ça? Ça fonctionne bien. Hein. C'est parti sur une autre direction, hein, mais ça va bien quand même. Ça va bien quand même. Ça marche bien. Hein. Oui. Et en plus, il y a le spectacle en salle. Donc le client, il voit ça, il voit de la fumée. C'est fun, quoi. Ah oui, ça fait de l'effet, quoi. Voilà. Donc voilà, vous voyez, la préparation, tout ça à partir d'un blanc d'œuf qu'on traite un peu en matière culinaire, quoi. Donc on a fait 3 préparations à partir d'un blanc d'œuf et un peu de pommes vertes. On aurait fait au citron, ça aurait été au citron, on aurait fait à l'orange, ça aurait fait à l'orange. Voilà, bravo à vous, Graciela, pour ces explorations plutôt moléculaires que note à note, avec un objet qui est un peu emblématique de la cuisine moléculaire, quoi. Voilà. Avec les lunettes et avec les gants.